Madame Rigbosch est absente. Je n'ai pas de procuration. Si, pardon. Pardon. Donc la procuration est pour Monsieur André. Pardon. Monsieur André. Donc, Monsieur André. Monsieur Colombo. Madame Boniface. Donc, Madame Elfadi est absente, à donner procuration Monsieur Cholet. Monsieur Aguerre est absent, à donner procuration Madame Lesbat. Madame Malada. Et Monsieur Nicolas est absent, à donner procuration Monsieur Dauvilliers. Je vous remercie. Je vais vous faire circuler la feuille de présence. Donc, je vous propose de nommer en secrétaire de séance Monsieur André Lebègue. Tout le monde est d'accord, c'est approuvé. Merci. Donc, quelques communications. Je vais passer la parole à Madame Lesbat, tout d'abord. Oui, je voudrais faire un petit retour sur la quinzaine de l'égalité donc, et de la diversité et pour la lutte contre toutes les discriminations. Donc cette année, alors c'est un grand projet qui a 9 ans et qui a été initié par Bordeaux Métropole et Bordeaux, la ville de Bordeaux. Donc 9e édition, 20 communes participantes, c'est-à-dire une grosse augmentation de l'investissement des communes de la métropole, 150 projets, que ce soit de théâtre, des colloques, débats, expositions, etc. Sur de nombreux thèmes, le sexisme, l'agisme, le handicap, la parentalité, etc. Et un certain nombre de projets qui concernaient surtout la jeunesse, et en particulier les ados. C'est le cas d'Artigues. Alors Artigues, 3 projets, 2 sur le handicap, excellent projet, et un projet qui concerne les adolescents et aussi les parents, les adolescents qui ont des difficultés liées effectivement à cette période de la vie. D'où la nécessité d'une sensibilisation, ce qui a pu se faire grâce au collège de secteur, le collège de Senon, ce qui fait que ce projet était un projet de 2 communes, Artigues et Senon. Alors spectacle et médiation, ce qui a permis des échanges entre les jeunes et les artistes sur tout un tas de problématiques qu'ils rencontrent. Donc c'était un projet avec le collège Jean Jaurès et qui, avec le succès que ça a eu, nous allons très certainement maintenir un partenariat avec cet établissement. Lors de la clôture, vous avez pu le voir, puisque vous étiez nombreux là, que l'on a remis un trophée à un des projets par commune. Donc on en a remis un, nous, à Martyr, qui était justement ce projet avec le collège. Mais honnêtement, on aurait pu mettre 150, enfin l'ensemble des communes aurait pu remettre un trophée à tous les projets qui étaient tous excellents. Et je voudrais en profiter pour remercier évidemment tout le monde, là, tout le conseil municipal pour sa présence, ce qui nous a permis de passer un moment convivial très sympathique. Voilà. Merci. Monsieur Lureau, pour une communication. Juste quelques secondes pour vous confirmer ce que je laissais entrevoir lors du dernier conseil municipal. C'est-à-dire que j'ai eu le plaisir de signer le permis de construire de la halle de marché il y a 10 jours entre les 2 conseils. Donc après la signature du PC de l'école par monsieur le maire il y a quelques semaines, c'est donc le 2e projet emblématique de notre mandat qui est validé définitivement. Voilà, je voulais vous en faire communication. Merci. Madame Vinter. Juste pour vous informer que demain est une journée de fête, un petit peu de Noël, de nos différentes structures. Demain matin à 10h30, il y a le spectacle pour le relais petite enfance, avec les assistantes maternelles et les petits. Et l'après-midi à 14h30, c'est le Noël des aînés à Fédot avec un spectacle. Et à 15h, le Noël des crèches sur Bétail. Voilà. Merci. Nous passons maintenant aux communications, au tableau des décisions. Donc, il y avait simplement 2 décisions. Une concernant le remboursement d'un sinistre pour Clio Assurance, donc 339 €, et un contrat de cession pour la compagnie Art Session pour 1899 € et 200 € de frais de restauration, transport, hôtel. Je vous propose maintenant de passer à l'approbation du procès-verbal précédent, celui du 21 novembre 2022. Avez-vous des remarques sur ce PV ? Non, je n'en vois pas, donc je vous propose de passer à l'approbation. Donc qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Non plus. Donc à l'unanimité, le
PV est approuvé. Et donc, je vais donc mettre en circulation la feuille de présence pour signature ainsi que le procès-verbal, s'il vous plaît. Je le signe moi-même. Alors, je vous propose, avant de passer aux délibérations, nous aurons en fin de conseil municipal, je vous ai proposé une motion concernant la Poste. Donc, je vous propose que, comme elle est ajoutée à l'ordre du jour du conseil, de la traiter en toute fin de conseil municipal. Il me faut quand même l'approbation des élus. Enfin, je mets au vote le fait que l'on puisse examiner et donc modifier l'ordre du jour pour examiner cette motion. Donc, qui est contre l'examination de cette motion? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. Donc, à l'unanimité, l'ordre du jour est amendé. On traitera la motion en fin de conseil. Je passe la parole maintenant à Monsieur Messailly pour une série de délibérations. Donc la première qui concerne la numéro 94. Monsieur Messailly. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. La délibération 94 donc, concerne la cession d'un broyeur, un outillage des services techniques, un broyeur d'occasion au profit d'une société suite à une mise aux enchères. Donc la commune a engagé un recensement de son patrimoine mobilier en vue d'une meilleure utilisation et une rationalisation de ce parc. Ce broyeur a été acquis en 2013 par la commune et il n'est plus tout à fait adapté à nos besoins. Donc nous avons décidé de le mettre aux enchères afin d'en tirer le meilleur prix. L'enchère a été fructueuse, même au-delà de nos espérances, dirons-nous, parce que la valeur résiduelle de ce bien est de 1 990 € à peu près. Aujourd'hui, comptablement, ce bien vaut presque 2 000 € et l'enchère a été attribuée à un tout petit peu moins de 8 000 €. Donc, au-delà de 4 600 €, le Conseil se doit de demander l'autorisation donc, de cette cession et de charger de Monsieur le maire de prendre toutes les mesures afférentes à cette cession. Monsieur le maire. Oui, merci. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Monsieur Dauvilliers. Oui, bonsoir. On a deux montants exacts. On a 7 294 dans un premier temps et on a 7 924 à la fin sur la délibération. Lequel chiffre est bon des deux? Effectivement, Monsieur Dauvilliers, il y a eu une inversion dans le... D'accord. Donc on retient le 7 924. Pour moi, c'est 924. Hein. Ouais, c'est ça. Bien. Merci pour cette précision. Oui, donc la délibération sera amendée. Sera effectivement, modifiée la dans ce bonne sens-là. valeur, Merci. 7 904. Merci. Alors, donc il n'y a pas d'autres questions. Je propose de passer au vote, s'il vous plaît. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. Donc, à l'unanimité, la délibération 94 est adoptée. Merci. La suivante, Monsieur Messailly, la 95. Merci, Monsieur le maire. La délibération 95 est relative à l'engagement avant vote du budget. C'est une procédure tout à fait traditionnelle. Le budget n'étant pas voté au 1er janvier, on demande au conseil municipal d'autoriser, de prévoir une partie de son budget d'N-1 à allouer pour l'année future. En l'occurrence, le maire a la possibilité donc d'engager des dépenses d'investissement avant ce vote à la hauteur d'un quart des crédits pour l'année d'exercice en l'espèce. Donc cette autorisation permet à la collectivité de ne pas attendre le vote du budget pour commencer à exécuter les dépenses d'investissement sur l'année prévue. Concernant les dépenses de fonctionnement, ce n'est pas tout à fait la même procédure parce que là, le conseil municipal et le maire a la possibilité d'exécuter l'intégralité du budget prévisionné sur l'année précédente. Donc il n'y a pas de débat à ce sujet-là. Les fonctionnaires sont bien payés, les fluides seront bien payés sans aucun problème. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager donc avant le vote du budget d'investissement, comme cela se fait tous les ans depuis de nombreuses décennies, d'engager donc d'un quart du budget maximum, du budget prévisionnel pour 2022. Monsieur le maire, je vous laisse. Petite précision, cela au titre du budget principal, mais également au titre du budget annexe, parce que nous avons toujours deux budgets. C'est peut-être un point qui sera amené à évoluer, comme je l'expliquais lors du précédent débat budgétaire. Merci, Monsieur Messailly. Donc, y a-t-il des questions?
Non, pas de questions. Écoutez, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Alors, 3 x 2, 6 votes contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Donc, qui est pour? Je vais vous demander de lever la main. Merci. Donc, la majorité, la délibération est adoptée. Alors, délibération suivante, la numéro 96. Sur l'action subvention CCAS. Monsieur Messaï. Merci, Monsieur le maire. La 96 comme la délibération 97 sont toutes les deux des délibérations relatives au versement d'acompte de subventions pour des budgets de fonctionnement. Pour le coup, tout à l'heure, il s'agissait de budget d'investissement. Là, il s'agit de budget de fonctionnement pour le CCAS pour la délibération 96 et de budget de fonctionnement également pour la délibération 97, budget de fonctionnement d'école d'art. Comme il est d'usage et comme le code l'autorise et comme tous les ans au demeurant, nous proposons donc d'autoriser le conseil municipal à verser un acompte pour la subvention de 2023. Un acompte de 50% correspond donc pour l'année 2022 à 147 000 € s'agissant du CCAS. Le solde, évidemment, de cette subvention sera versé pour le budget primitif qui sera étudié l'année prochaine. Merci. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération récurrente? Oui, Monsieur Colombo. Juste une petite précision, Monsieur le maire. Effectivement, nous votons pour ces 3 délibérations parce qu'on ne veut pas bloquer le budget, justement, puisque pour que le CCAS puisse fonctionner à partir de janvier, il faut qu'il y ait un budget, pareil pour la commune, mais on ose espérer que... On aimerait quand même avoir un vrai budget dans les temps, même si vous avez le droit de le décaler jusqu'au mois d'avril. Ça serait quand même intéressant d'avoir un vrai budget en amont pour pouvoir préparer une année 2023, ça aurait été mieux. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, s'il n'y a pas de questions, je vais faire une réponse à M. Colombo. Oui. On voit que même les communes qui, cette année, avaient traditionnellement l'habitude de voter un budget en fin d'année et non pas en début d'année suivante, ont été obligées cette année, compte tenu des grosses difficultés de prévision, puisqu'on en est vraiment sur une boule de cristal, de reporter leur budget. Donc j'entends votre demande qui est récurrente, mais c'est encore pas cette année que nous pourrons malheureusement avoir une vision suffisante et suffisamment tôt pour le faire. Monsieur Dauvilliers. Oui, donc également comme Monsieur Colombo, pour les 3 prochaines délibérations, nous allons voter favorablement pour donc l'école d'art, le CCAS et pour les subventions. Voilà. Oui, alors Monsieur Messaï, oui, une précision. Merci. Ouais. Juste un élément, Monsieur Colombo. Par rapport au budget, à la présentation de ce budget, Monsieur le maire a effectivement dit qu'il y a de nombreuses collectivités qui l'ont décalé étant donné l'incertitude qu'on vit sur différents marchés énergétiques. C'est d'autant plus vrai pour nous que nous sommes adhérents du syndicat départemental de l'électricité et de l'énergie de la Gironde, où la fixation des prix pour 2023 se fait en ce moment même. Donc tant qu'on n'a pas ce niveau de prix pour nos fluides, on ne peut pas sortir ce budget-là. Voilà, c'était juste un élément complémentaire parce que c'est vraiment d'actualité. Le marché de l'électricité pour 2023 est en train d'être acheté en ce moment même par le syndicat. Merci. Donc je vous propose de passer au vote de la première délibération. Malgré tout, on va les voter une par une. Donc la numéro 96, donc concernant le CCAS. Donc j'ai bien compris. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc à l'unanimité, la délibération est adoptée. Concernant la 97, très rapidement, M. Messaï, vous voulez peut-être préciser les montants? 97, c'est juste pour donner le montant, c'est exactement la même chose. 50% correspond à 95 750 € s'agissant de l'école d'art. Merci. Donc je vous propose de la mettre au vote de la même manière, s'il n'y a pas de questions complémentaires. Donc qui est contre? Qui est contre? Donc personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc à l'unanimité, la délibération 97 est adoptée. Je vous en remercie. Et la 98, M. Messier, peut-être en dire. Alors la 98, encore une fois, c'est le même esprit, c'est le versement d'un acompte pour les associations. On est encore sur cette même échelle, c'est 50% de l'exercice actuel. Et le montant, c'est à peu près 40 000 €. Monsieur le maire? Oui, très bien. Y a-t-il des questions?
Non plus, mais je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité, la délibération 98 est adoptée. Et je vous en remercie. Monsieur Messailly pour la numéro 99. Merci, Monsieur le maire. La délibération 99, elle est relative donc au rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, ou, appelé également sous le joyeux acronyme de CLECT. On va parler de commission locale parce que c'est plus simple. La commission locale, pour faire un peu de vulgarisation, c'est une commission qui se réunit annuellement pour évaluer justement le transfert des charges entre les différentes communes de la métropole et la métropole. Certains services sont métropolisés et il y a des charges afférentes à la métropolisation de ces services. Et donc tous les ans, il y a une commission qui évalue le niveau de service, le niveau de transfert, les coûts, et qui réajuste les frais de service ou les attributions de compensation, comme on dit dans le jargon administratif et technique. Donc nous avons le devoir de vous faire un retour sur cette réunion, sur cette commission locale qui s'est tenue le 9 novembre dernier, de mémoire. Il y a 5 points qui ont été abordés à l'ordre du jour. Je ne rentrerai pas dans le détail de ces 5 points, ils sont dans la délibération. Sur l'ensemble de ces points, tous ne concernent pas Artigues. Il y a des points spécifiques sur des communes, Bassins, Saint-Aubin-de-Médoc, etc. Je vais juste donner une vue globale de cette commission. Pour nous, Artiguais, cela ne change pas. Comparer les attributions de compensation sur la partie investissement sont inchangées. C'est 158 000 euros à verser à Bordeaux Métropole au titre donc, des services que nous mutualisons à Bordeaux Métropole. Et les attributions de compensation sur la partie fonctionnement sont de l'ordre de 17 000 euros à percevoir de la part de Bordeaux Métropole. Sur donc, l'ensemble des points restants, les 4 autres points restants, pour avoir une vision globale, et je m'arrêterai là-dessus parce que c'est très technique et ça ne concerne pas nous, communes d'Artigues directement, on est sur des attributions de compensation de l'ordre de 25 millions d'euros à percevoir par Bordeaux Métropole et de l'ordre de 15 millions d'euros en fonctionnement à verser par Bordeaux Métropole. Mais voilà, je voulais juste faire un peu de vulgarisation sur cette commission locale parce que c'est quand même très technique, très administratif et plutôt recentrer le débat sur Artigues plutôt que de vous énumérer les 5 points qui ont été traités longuement lors de cette réunion du 9 novembre. Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Colombo. Oui, monsieur le maire, effectivement, mais je pense qu'il y a une partie qui nous concerne, puisqu'il y a la partie numérique et système d'information, où il y a quand même une décision qui a été prise sur l'allègement du P5. En tout cas, à condition qu'on mutualise à partir du 1er janvier 2023. Si je ne m'abuse, on n'a pas décidé encore de mutualiser ce service-là, donc on ne pourra pas bénéficier de cet allègement de charges. Et donc j'aimerais savoir, puisque je sais que c'est à l'étude, savoir quelle orientation la commune donne sur ce service, sur la mutualisation de ce service ou pas. Est-ce qu'on le fera en 2024 ou pas, puisqu'on va devoir, on ne pourra pas bénéficier de l'allègement. Alors, je vous propose d'en reparler puisque c'est la dernière délibération en fait, qui est en lien avec celle-ci. On vous expliquera effectivement pourquoi on n'est pas passé dans ce package-là, j'allais dire, mais pourquoi ça se fera en 2024, voilà, sur ce cycle. Y a-t-il d'autres questions sur cette commission? Non. Écoutez, je vous propose... est-ce que c'est un vote Oui, c'est pas un prendre acte, pardon, je vérifie. Oui, c'est un vote, pardon. Donc, mais écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au numéro 100, Monsieur Messailly. Concerne donc le rapport annuel d'activité de Bordeaux Métropole. Alors, vous imaginez que je ne vais pas vous faire une lecture détaillée de ce rapport annuel de Bordeaux Métropole pour l'année 2021, je précise. C'est un rapport qui fait
un bon millier de pages, quelque chose comme ça. Je rappellerai juste que nous sommes une commune de Bordeaux Métropole, bien évidemment, une des 28 communes de Bordeaux Métropole, que la métropole a des compétences obligatoires et des compétences facultatives, que notre métropole a un budget annuel de l'ordre du milliard d'euros, 1,2 milliard si je ne dis pas de bêtises, que nous avons même un vice-président qui est notre édile. Que Bordeaux Métropole, sur cette année 2021, je reprends un peu plus précisément mes notes, donc continue à s'inscrire dans une éco-responsabilité. Elle a lancé la révision du plan local d'urbanisme, le fameux PLU qui guide la constructibilité ou pas de nos terrains, avec une vision renouvelée de l'approche constructible, qu'elle a approuvé et voté son schéma de mobilité. Et à Bordeaux Métropole, on connaît les impacts d'un tel schéma de mobilité, que le premier plan marche a été adopté, qu'une tarification solidaire sur le réseau de transport en commun est d'ores et déjà effective et votée, et qu'elle s'est lancée dans le vaste projet de plantation du million d'arbres. Le rapport précise par ailleurs que la métropole continue à œuvrer pour un RER métropolitain, pour une mise en régie du service de l'eau, et la volonté de servir donc un équilibre, un avenir commun et équilibré. Voilà, je vous ai synthétisé 1000 et quelques pages de rapport annuel, mais voilà ce que je vous propose de retenir de ce rapport, et proposer à Monsieur le maire et au conseil municipal de prendre donc acte de la communication. Oui, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais juste préciser que la ville d'Artigues est entrée dans l'ancêtre le prédécesseur de la Bordeaux Métropole, qui était la Cube, en 1968. Donc voilà, ça fait de nombreuses années qu'Artigues est donc dans cette métropole bordelaise. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, le conseil municipal prend acte de ce rapport. Je vous en remercie. Donc, je vais vous présenter la délibération numéro 101 qui concerne le tableau, donc mise à jour du tableau des effectifs avec 2 points. Donc simplement, ce sont des évolutions de postes sans modification de volume d'effectifs, puisque l'on doit remplacer. Donc on a Madame Élodie Dupont qui nous a quittés début décembre, donc sa remplaçante n'ayant pas le même niveau de poste, il faut supprimer un poste de rédacteur principal 2e classe et créer un poste de rédacteur territorial. Et ensuite donc des avancements de grade qui se font classiquement un petit peu tous les ans. Donc 5 postes qui sont détaillés, mais qui n'ont peut-être pas d'intérêt à être détaillés plus avant, mais vous les avez dans la délibération. L'effectif reste à 140 personnes. Avez-vous des questions sur ce tableau? Oui, Monsieur André. Oui, bonsoir, merci Monsieur le maire. Oui, moi j'ai une question relative au tableau concernant la suppression d'un poste de brigadier gardien brigadier. Ce qui ramène les effectifs de la police municipale à 3, donc je pense que c'est lié. Et donc j'aimerais en connaître les raisons et le cas échéant s'il est prévu un remplacement. Merci. Alors, c'est simplement une question de grade du brigadier chef principal, mais il n'y a pas d'évolution des effectifs. En réalité, c'est qu'on avait ouvert un poste, refermé un poste, donc on reste au même effectif. On a toujours nos 3 policiers municipaux et une ASVP, donc l'effectif reste aujourd'hui de 4 personnes, et il restera de 4 personnes. Il n'y a pas d'évolution et de mouvement. Simplement qu'au dernier conseil municipal, on avait modifié un poste qui était, alors je n'ai plus le détail en tête, c'était la dénomination du poste qui ne convenait pas. Voilà. Mais il n'y a pas physiquement, ça ne change rien. On a toujours notre responsable de police municipale qui était là dans la journée, même s'il n'est pas là ce soir. Y a-t-il d'autres questions sur ce tableau des effectifs? Non, je n'en vois pas. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie. Alors, je vous présente ensuite la délibération numéro 102, donc, qui concerne une convention d'adhésion au service rémunération chômage du CDG de la Gironde, qui maintenant propose
Donc, ce sont des missions facultatives, mais qui deviennent maintenant payantes, alors que jusqu'à maintenant, le centre de gestion proposait ces missions de manière gracieuse. Donc, voilà, si nous avons besoin de travailler sur des personnels qui auraient besoin d'avoir accès à l'assurance chômage, voilà, donc le CDG nous propose un certain nombre de missions qui sont maintenant qui ne sont plus gratuites et dont la grille tarifaire est annexée en annexe 2 de cette convention. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Chollet. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Une question, vous annoncez depuis 2019 300% d'augmentation. Est-ce qu'on a une idée de la valeur du nombre de dossiers traités, Monsieur le maire, s'il vous plaît? Parce que 300%, cette notion de pourcentage me paraît importante, mais en valeur, tout est relatif. Alors, c'est la recrudescence des dossiers au niveau du centre de gestion, c'est pas au niveau de la commune. Hein. Oui. Mais le nombre de dossiers, non, je n'ai pas le détail sur le. Parce que sur le nous, nombre on a du mal dossiers. Monsieur le maire, pardon, à saisir cette délibération parce que et c'est pas traité en interne chez nous cette proposition de dossier de chômage. Non, justement, on prend appui, alors si besoin, puisque c'est toujours une mission qui est facultative, donc soit nos services RH arrivent à traiter les dossiers, oui, soit ils demandent un appui technique. Donc jusqu'à maintenant, les services pouvaient s'appuyer sur les services du centre de gestion. Bon, peut-être que le centre de gestion s'est trouvé un peu débordé par le nombre de demandes. Et donc aujourd'hui ne fait plus cette opération, ces prestations de manière gratuite et propose un tarif qui est annexé parce que dans cette convention. Le tarif était quand même, assez conséquent. C'est pour ça le but de ma question 300%. Est-ce qu'on avait idée multiplié par le nombre de personnes? Parce que là 300% c'est pas un nombre de personnes. Nous donnerait une vision financière du coût. Encore une fois, 300%, c'est au niveau du centre de gestion global. Global, voilà, c'est pas au niveau de la commune d'Artigues. Ok, d'accord. Mais combien ça va nous coûter demain si on adhère à ce... Alors, ça va nous coûter, on a un tarif, je crois, qui est, pour cette délibération, qui est un tarif, parce que la suivante, c'est un tarif qui est donc une adhésion qui sera pour nous de 400 €, puisque nous faisons partie des collectivités, établissements affiliés et relevant d'un comité social territorial local. Donc c'est 400 € par an. Et ensuite, à chaque prestation, c'est selon les cas, donc il y a un tableau des prestations, ça va de la moins chère du conseil juridique qui est à 15 €, du suivi mensuel à 14 €, jusqu'au tarif le plus élevé qui est l'étude et simulation du droit initial à l'indemnisation chômage qui est de 150 €. Ok. Merci. Oui, Monsieur Colombo. Oui, effectivement, Monsieur le maire, c'est une délibération qui va dans le bon sens. Si ça peut accompagner les agents, on ne peut qu'être pour. Mais effectivement, je compléterai la question de Monsieur Chollet. Je voudrais peut-être connaître plutôt le nombre de dossiers qu'on a eu à traiter ces dernières années dans la commune. Parce que moi, le centre de gestion, ce qui m'intéresse, c'est surtout la commune. Est-ce qu'on a une idée du nombre de dossiers qu'on a eu à traiter ces dernières années ? Je n'ai pas la réponse en séance, mais ça doit être assez faible puisque ça fait suite généralement à des ruptures conventionnelles. Et en fait, on en a une, je pense, en 2020, probablement, de mémoire. Ou peut-être 2021, mais c'est quand même quelque chose qui est assez faible. Voilà. Donc ce sera de toute façon pas des sommes très importantes pour la collectivité. Et toutes les ruptures conventionnelles ne donnent pas lieu d'ailleurs à des gens qui sont au chômage, puisque un certain nombre de personnes retrouvent une activité à l'issue. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote sur cette délibération. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc, 6 abstentions. Qui est pour? Je pourrais lever la main. Merci. Donc, à la majorité, la délibération est adoptée. Donc, délibération numéro 103 qui concerne donc l'adhésion cette fois-ci à l'offre du service de prévention et de santé au travail du centre de gestion de la Gironde. Donc là encore, c'est une prestation
une prestation qui était gratuite jusqu'à maintenant, enfin qui était facturée, non pas sous la forme d'un forfait, et qui était facturée en fait à la visite médicale, et qui maintenant, le centre de gestion a modifié aussi son mode de gestion, et donc nous demande de passer sur un système de forfait sur avec cette convention. Donc là, nous n'avons pas vraiment le choix aujourd'hui. Enfin, en tout cas, nous vous proposons de poursuivre de poursuivre avec le centre de gestion et donc sa médecine du travail. Donc la différence, c'est qu'il y a un forfait par personne et par effectif. Donc le forfait est de l'ordre de, pour nous, je crois que c'est 65 € par agent pour les collectivités donc et établissements affiliés. Donc 65 € fois les 240 agents, on est autour de plus de 10 000 €, mais on a les visites qui peuvent être déduites. Oui, Monsieur Colombo. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, ça fait référence surtout à la modification de la loi santé-travail qui a eu lieu cette année. Donc forcément, le centre de gestion s'adapte et il y a quand même beaucoup de services qui sont ouverts en plus. Donc il y a une adhésion par salarié, par agent, qui est quand même somme toute assez modérée, puisque dans le privé, c'est beaucoup plus élevé que ça. Mais ça ouvre droit à des services et ça, je souhaiterais qu'on s'en saisisse et qu'on les utilise, ces services qui sont compris dans le forfait, non serait-ce que l'analyse des risques psychosociaux ou des analyses de poste ou des adaptations de poste. C'est intéressant de pouvoir saisir ces opportunités et de les appliquer chez nous. Bien sûr. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Écoutez, eh bien, nous passons au vote donc, pour le vote de cette convention. Donc, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Lureau pour les contrats de co-développement. Donc, première délibération concernant le contrat de CODEV, l'avenant au contrat de CODEV. Le contrat de co-développement, c'est l'organisation et l'harmonisation du développement des communes et de Bordeaux Métropole en lien avec les grands axes de Bordeaux Métropole, que ce soit d'un point de vue assistance technique, juridique et bien sûr financière. Cet avenant a pour objet de créer quelques fiches et d'en modifier certaines autres. On ne va pas toutes les passer en revue ce soir. Globalement, les créations, ce sont les premières qui sont citées. Donc l'acquisition du site TDF dans le cadre du développement de l'OIM Rive Droite pour créer un pôle d'économie sociale et solidaire. Donc tout ça, ça va se lier avec le grand plan de déploiement de la zone d'activité Descartes Blancherie et FEDO, qui va permettre de créer un grand lien économie sociale et solidaire. Donc la tour sera plus seulement une antenne, mais un totem de ce que sera l'économie sociale et solidaire à son pied. Ensuite, vous avez le plan climat métropolitain. Ça, c'est l'organisation de Bordeaux Métropole pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Ça reste un schéma directeur général. Les trois suivantes concernent les plans stratégiques déchets, que ce soit du recyclage de proximité, du compostage, le retraitement des déchets ménagers, et ainsi de suite. Là encore, on ne va pas les détailler, on y répondra si vous avez des questions. Les sujets suivants concernent des modifications de fiches. Alors très clairement, ce sont des modifications de titres de fiches. Par exemple, la halle de marché est devenue halle de marché à toiture photovoltaïque. Voilà, ce qui ne change rien sur le contenu, rien sur les montants et rien dans l'assistance de Bordeaux Métropole à la commune pour développer ses projets. Voilà, donc si vous n'avez... Oui, merci Monsieur Lureau. Donc y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Cholet. Merci Monsieur le maire. Juste deux, trois remarques si je peux me permettre, notamment une par rapport à la préemption du terrain justement de la tour TDF, puisqu'on est bien préemption métropolitaine. Oui. On est bien une préemption métropole. Non, c'est un achat. Oui. C'est un achat, 300 000, donc il n'y a pas de préemption. Mais ça reste une propriété qui va devenir propriété de Bordeaux Métropole, puisqu'on est sur l'achat. Oui. Bon, moi je regrette un petit peu quand même qu'on ne soit pas positionné. Peut-être qu'il aurait été opportun de se positionner dessus en tant que commune, parce que c'est une idée. Et est-ce qu'on pourrait avoir une vision un peu plus éclairée sur ce projet, Monsieur Lureau, du devenir de ces bâtiments? Parce que là, vous nous annoncez ça ce soir, mais on n'a pas plus d'informations. On en a parlé en commission. Oui, Cholet, mais voilà. je suis désolé, j'ai un problème. Je vous l'annonce pas ce soir. Donc Non, mais à l'avenir, je ne vous demande rien maintenant. Pas Pas ce soir, Monsieur Lureau, mais dans un temps prochain.
Ensuite, je voudrais juste qu'on s'interroge aussi également sur le domaine de Saint-Leu, parce que là, il ressort. Alors, il ressort, effectivement, il n'y a pas d'enjeu modificatif financier ou autre. Par contre, on n'a pas d'informations sur ce qui se passe sur Saint-Leu. Nous, personnellement, en tant qu'élus. Que je sache, la fiche n'est pas modifiée, ça ne fait pas objet de l'avenant. C'est ce que je viens de vous dire, Monsieur Leroux, la fiche n'est pas modifiée. Non, mais au demeurant, sommes-nous légitimement en droit de savoir ce qui se passe sur Saint-Leu, parce qu'on n'a pas d'informations sur ce qui se passe sur Saint-Leu. J'entends bien, aujourd'hui, on parle de la délibération qui est là, qui est la validation de l'avenant. Mais on est sur le contrat de CODEF. Donc on peut parler de tout, mais ce n'est pas le sujet de la délibération, Monsieur Cholet. Mais si, c'est le contrat de CODEF. Non, il n'est pas modifié dans l'avenant. Non, mais j'en profite quand même pour vous solliciter sur savoir ce qui se passe sur Saint-Leu à l'avenir. Ensuite, on peut également parler de la piscine du Loré, elle ressort. Il faudrait qu'on nous éclaire là-dessus. Alors, soit je fais fausse route, ou soit j'y comprends rien, parce que c'est peut-être ça, Monsieur Leroux. Hein. Donc, intercommunalité, il y a réaliser les travaux dans le domaine des compétences, éclairage public et espace vert, et puis on parle, Senon, Artigues et Florac, réhabilitation du bâtiment à la Chartreuse. Bon, je ne sais pas. Voilà, donc... Et puis, effectivement, avoir un positionnement sur l'ESS, projet d'artisanat sur les futurs locaux là, de la tour. Oui, alors sur la tour TDF aujourd'hui, il y a une étude qui est lancée par Bordeaux Métropole, qui a été confiée à TIS et la future foncière ESS donc de Bordeaux Métropole. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des études qui sont faites sur les besoins. Donc le club des entreprises, notamment de la ville d'Artigues, est consulté, un certain nombre d'acteurs économiques pour voir ce que l'on pourrait faire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'idées préconçues. On regarde, et c'est ce qui se fait beaucoup dans l'ESS, on consulte les acteurs pour voir comment ça pourrait se faire. Ce sont des locaux qui ont en rez-de-chaussée un format d'atelier et à l'étage plutôt un format de bureau. Donc c'est quelque chose qui peut être adapté effectivement à du petit artisanat. Alors c'est plutôt une orientation économie sociale et solidaire, mais ça peut être, selon le nombre de preneurs et de projets qui pourraient être intéressés sur la rive droite, aussi de l'artisanat un peu plus classique, un peu comme ce que nous avons fait finalement à la Bel Air, où nous avions ouvert initialement pour de l'économie sociale et solidaire. Mais on a vu que ça a très bien fonctionné avec des acteurs de l'économie plus classique qui se sont fort bien développés d'ailleurs. Et certains, on les retrouvera peut-être. Alors, sur d'autres lieux de la commune. Concernant donc votre autre question, j'ai perdu le fil. Pardon, Saint-Leu. Oui, concernant Saint-Leu. Donc Saint-Leu, qui est donc une propriété métropolitaine, on a une première partie où on fera peut-être une communication un peu plus globale, mais je vais vous en donner quelques éléments. Une première partie d'une bâtisse, la première qui avait été achetée, qui va être gérée par l'INAE, donc organisme pour l'insertion par l'activité économique. Nous avons un appel à projet qui est lancé pour l'autre partie, donc pour un projet agroécologique. Donc l'appel à projet a été lancé hier, effectivement. Donc aujourd'hui, je ne peux pas à part vous dire que le projet a été lancé. Un certain nombre d'acteurs vont se positionner, bien sûr, et puis dès qu'on aura le résultat de cet appel à projet, qui est un appel à projet de Bordeaux Métropole, on fera une communication sur ça. Quant à la piscine du Loret, effectivement, la fiche est restée. Aujourd'hui, simplement parce qu'on est dans le périmètre des communes qui peuvent être intéressées au fonctionnement de la piscine du Loret quand elle sera active, mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas prévu d'investissement ni de fonctionnement, mais peut-être que c'est quelque chose c'est certainement quelque chose que l'on regarde. Malheureusement, je pense que tant qu'on n'aura pas restabilisé des prix du gaz et de l'énergie, en général, on aura certainement du mal à envoyer nos enfants faire de la natation à la piscine du Loret dans la situation actuelle. Mais on espère que la piscine est là pour de nombreuses années, que la crise que nous traversons ou les crises successives vont un petit peu se calmer. Je voudrais donner un peu d'espoir à cette fin d'année. Je pense avoir répondu à peu près à toutes vos questions. Merci. Monsieur Colombo. Oui, pour revenir sur l'achat par la métropole du site TDF, est-ce que nous, communes d'Artigues, on aura aussi notre mot à dire sur l'orientation qui sera donnée à ce site, puisqu'on a réussi à le faire avec la Bel Air et très bien, ça serait bien de pouvoir réitérer cette opération, puisqu'elle est amenée à disparaître. Et qu'on aurait préféré qu'elle soit pérennisée. Alors, on a la chance d'avoir le maire d'Artigues qui est aussi vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l'économie sociale et solidaire. Donc, d'une manière ou d'une autre, je donnerai mon avis sur ce qui va s'y passer. Voilà.
Voilà. Bien écoutez, je vous propose de passer au... Non, c'est un rapport d'activité... Pardon. Oui, passer au vote, pardon, sur cette délibération. Donc, qui est contre 3 fois 2, 6 votes contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Et donc, qui vote pour? Merci. Donc, à la majorité, pardon, la délibération est adoptée. Monsieur Lureau, pour la délibération 105. Donc la délibération 105 concernant de prendre acte du rapport d'activité du PTRD, du pôle territorial rive droite, ça vient effectivement, cette activité, en complément de ce qu'a évoqué Karim Messaï tout à l'heure, dans le grand lien qui unit les communes de Bordeaux Métropole avec les services de BM. Le PTRD, ici, le pôle territorial rive droite, est notre interlocuteur principal pour tous les grands projets de la commune. Ils nous ont accompagnés dans le projet FEDO sur le jury d'école, sur tous les sujets de voirie, sur la voie verte du Périgord, sur l'écriture du contrat de Codève qu'on vient de voter. Voilà, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a effectivement d'excellentes relations avec le pôle territorial rive droite, qui nous accompagne aussi sur le grand plan guide de la zone Blancherie FEDO, qui est un travail de longue haleine, mais qui va aboutir là sur le début de l'année 2023. Voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est que ça fonctionne très très bien, que les liens sont forts et qu'ils nous accompagnent dans toutes les décisions ou tous les sujets que nous avons traités sur le article Bordeaux. Il s'agit de prendre acte, donc il n'y a pas de vote, voilà, mais si vous avez des questions, on ne va pas prendre tout le dossier, il est un peu lourd, vous l'avez eu. Merci, Monsieur Leroux. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Écoutez, je confirme, comme le disait Monsieur Leroux, évidemment, les excellents rapports que nous avons avec le pôle territorial rive droite, sa direction et ses agents au quotidien. Donc, délibération suivante, c'est la numéro 106, Monsieur Leroux. Il s'agit des ouvertures dominicales pour l'année 2023. Comme vous le savez, tous les ans, à cette période-là, on vote les possibilités d'ouverture dominicale pour certains commerces sur l'année suivante. Nous avions évoqué les années précédentes jusqu'à 8 ou 9 ouvertures que nous avions décidé dans le cadre de la crise sanitaire vécue par toutes les entreprises et donc leur laisser la possibilité d'ouvrir au maximum. Il se trouve qu'il y a extrêmement peu d'entreprises artiguaises qui sont concernées par ce principe-là et que la plupart n'en font pas la demande. Donc nous avons décidé cette année de nous limiter aux 5 ouvertures standards, donc qui seront les 4 dimanches avant Noël de décembre 2023 et juste avant le 15 janvier qui est le premier jour des soldes d'hiver. Et que c'est suffisant, que ça ne sert à rien de faire ouvrir les commerces dimanche, c'est pénalisant pour leurs salariés. On a une des grandes enseignes d'Artigues qui a choisi d'arrêter les ouvertures du dimanche matin, ce qui est très bien. Donc on s'inscrit dans ce sens-là. C'est le cas de notre politique de réduire tout ça. En sachant que les magasins de jardinage, par exemple, pour ne pas citer d'enseigne, ou de bricolage, pour ne pas la citer non plus, ont des dérogations et eux peuvent ouvrir d'une manière tous les dimanches sans qu'il y ait besoin de voter de délibérations particulières. Merci. Y a-t-il des remarques, Monsieur Colombo? Oui, merci Monsieur le maire. Vous connaissez notre aversion pour ce genre de délibération. Notre intérêt aussi pour la défense des salariés qui n'ont pas tellement le choix. Et sachant qu'en plus les dates choisies cette année, enfin pour l'année 2023 sont les 4 dimanches de décembre. C'est beaucoup. Donc je pense à ces salariés-là. Même s'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il y a de moins en moins d'entreprises qui souhaitent ouvrir le dimanche parce qu'elles s'aperçoivent que ça leur coûte plus que ça ne leur apporte. Et c'est une très bonne chose. Donc vous connaissez notre réponse, nous voterons contre. Comme vous le précisez, c'est une possibilité d'ouverture. Même cette année où on avait 8 dates, très peu d'entreprises artiguaises en ont profité parce qu'il y en a peu qui sont concernées. Voilà, c'est une possibilité. Aucune n'ouvrira les 4 dimanches, ça c'est certain. Maintenant qu'ils veulent y en prendre un ou deux, voilà, ça peut être intéressant juste avant Noël. On a réduit, on est passé de 9 à 5 et on verra les années prochaines. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Donc, 2 voix contre. Qui s'abstient? Personne. Donc, qui est pour? Je vais demander. Merci. Donc, à la majorité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Je passe la parole à Madame Lesbat pour la numéro 107. Alors, cette délibération concerne la désignation de membres de jury pour la sélection d'un artiste en résidence dans le cadre du projet Prisme. Alors, quelques mots sur ce projet Prisme. C'est un projet dans le cadre de la relance culturelle qui nous a été proposé par la métropole via un collectif qui s'appelle BAM Project.
Ce projet consiste à accueillir en résidence pendant 1 an un artiste dans le champ des arts visuels. Ça n'a aucun impact financier sur la commune, sinon qu'on doit recevoir cet artiste dans un lieu bien précis pour un projet, pour une création qui sera une création participative avec les citoyens. Donc pour ce jury, il faut savoir que 7 à 8 communes ont été retenues pour ce type de projet au niveau de la métropole. Ce jury sera composé de 2 élus, de 2 agents, d'un plasticien, d'une personne de la métropole, d'une personne membre inscrit à l'école FEDO et une personne qui appartient à une association artigaise, On Sort, une association donc de théâtre. Voilà. Je crois vous avoir donné un petit peu tous les éléments de ce projet Prisme. Merci. Je précise que les membres du jury seront ensuite désignés par arrêté d'un point de vue nominatif. Mais ce qu'on vous demande, c'est d'approuver la composition de ce jury par type de personnalité. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, je n'en vois pas. Écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et Madame Lesbat pour la 108. Alors, si vous en êtes d'accord, d'ailleurs, je voudrais passer la suivante, la 109 aussi, puisqu'elle est associée. Alors, elle concerne effectivement d'abord une convention et ensuite une demande de subvention concernant un projet de l'école de musique et en particulier des instruments à cordes. Depuis quelques années, il y a un partenariat avec 3 autres communes, Carbon-Blanc, Sainte-Eulalie et j'en oublie, Ambarès, voilà. Donc tous les ans, à tour de rôle, ces groupes de musiciens et d'élèves se retrouvent dans une commune. Cette année, c'est sur Artigues. Donc l'idée est maintenant, un petit peu depuis que ça fonctionne plutôt très très bien, ce partenariat, c'est d'associer quelque chose d'un petit peu plus conséquent à cette rencontre et donc de faire venir un groupe de musiciens. Donc évidemment, ça a un coût. Et comme en même temps, la CMF, qui est la Confédération musicale de France de Bordeaux, propose depuis novembre dernier une aide lorsqu'il y a un projet particulier. Donc c'est pour ça que vous avez aussi l'autre délibération qui est une demande de subvention qui a été demandée à la hauteur de 950 €, volontairement assez élevée. Ce que je peux vous en dire, c'est que la réponse, on l'a eue il y a quelques jours. Alors la réponse n'est pas de nous verser 950 €, mais 400, ce qui permettra quand même, juste pile poil, d'accueillir ces artistes lors de ce projet. Et ce projet sera la présentation, enfin le travail, ces masterclass et ensuite la possibilité d'être présent en tant que, comment dirais-je, d'assister à ce concert correspondra au moment où il y a la nuit des conservatoires, fin janvier. Merci. Y a-t-il des questions donc sur la 108 tout d'abord peut-être? Non, pas de questions. Je propose de la mettre au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la 108 est adoptée. Et donc pour la 109, puisqu'elle a été présentée dans la foulée, je propose. Y a-t-il des questions? Non plus. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 109 est adoptée et je vous en remercie, Madame Lesbat, pour la 110. Alors, celle-ci correspond à quelque chose dont vous avez l'habitude, mais généralement, on les présentait l'une après l'autre. C'est à chaque fois qu'on fait un partenariat avec la Maison éco-citoyenne de Bordeaux, on vous présentait une délibération. Là, on a préféré simplifier en vous proposant les 5 expositions qui auront lieu dans la Maison éco-citoyenne. Donc, grâce à ce partenariat avec la Maison éco-citoyenne de Bordeaux, vous en avez la liste et les dates qui vous sont proposées. Voilà, une qui est en lien avec la réduction des consommations d'énergie, une qui est
en lien avec la mode éco-responsable, une sur le monde des insectes, une sur les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, et enfin une dernière exposition sur comment tendre vers zéro déchet. Bien, y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Je vous propose de passer au vote alors. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Bertrand pour une délibération particulièrement ambitieuse concernant la politique ambitieuse liée à la convention territoriale globale avec la CAF de la Gironde. Monsieur Bertrand. Alors, l'objet de cette délibération, c'est l'approbation de la signature de la Convention territoriale globale. Alors, de quoi s'agit-il? La Convention territoriale globale, c'est une convention qui est signée entre le maire d'Artigues et la CAF. Donc, cette convention définit le contenu de partenariat entre la ville d'Artigues, près Bordeaux, et la CAF de la Gironde. Alors, le contexte de temporalité, je reprends un peu ce que j'avais dit lors du conseil municipal du 3 octobre. Donc, le contexte de temporalité s'échelonne en 3 étapes. L'étape 1, ça a été 2020-2021, où il y a eu un diagnostic effectué par un cabinet de sociologues. Ce cabinet de sociologues nous a fléché plusieurs domaines d'intervention, qui sont en particulier le domaine de la parentalité, de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, du logement, du handicap, de l'animation de la vie sociale, de l'accès aux droits et l'inclusion numérique. Alors, ces différents domaines d'intervention s'appuient sur un socle commun, le socle commun de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et surtout en toile de fond, la parentalité. L'étape 2, c'est 2022, décembre 2022, donc présentation à la CAF d'un plan d'action CTG qui a été copartagé et co-construit par les services de la mairie dans une démarche de transversalité. Ce plan d'action doit répondre au conseil de la CAF pour rendre lisibles les financements publics qui nous sont octroyés par la CAF pour réaliser nos actions. Donc, fin novembre 2022, le plan d'action a été présenté au directoire de la CAF, qui l'a validé. Il a été soumis au comité de pilotage de la CTG le mardi 29 novembre 2022. Et l'étape 3, c'est donc la programmation pluriannuelle de ce plan d'action de 2023 à 2026. Alors, ce plan d'action repose sur les 2 piliers principaux de la politique menée par l'équipe d'Alain Garnier, à savoir le premier pilier, l'écologie et la transition écologique, le deuxième pilier, la solidarité. Il a été construit, ce plan d'action a été construit pour être structuré et structurant autour de 3 axes. 3 axes de développement, 11 objectifs opérationnels sur lesquels s'accrochent 23 actions ouvertes. À entendre par action ouverte, les actions sont mises en place, mais elles peuvent être transformées en fonction des contextes et en fonction du contexte économique surtout. Voilà. Alors, je ne vais pas vous énumérer les 3 axes, je ne vais pas vous énumérer les 11 objectifs opérationnels. Je vais simplement vous citer quelques exemples d'actions. Alors, sur l'axe 1, je vais essayer d'être rapide. L'axe 1, c'est accompagner les habitants, les familles vers une réduction des inégalités et une équité d'accès aux services et aux droits. Donc, il y a un objectif opérationnel qui est de renforcer l'offre de services et la mettre en adéquation avec l'évolution et l'augmentation des habitants. Donc, je vous cite deux actions, il y en a 23, je vous cite 2 actions essentielles. Mise en place d'une politique tarifaire commune, c'est l'action numéro 4. Mise en place d'une politique tarifaire commune à l'ensemble des services adaptés à l'évolution des revenus des familles. L'action numéro 5, construction d'un nouveau groupe scolaire proposant un accueil de loisirs élémentaire. Je vous donne
également 2 actions sur l'axe 2. L'axe 2 qui est de soutenir les familles dans leur fonction parentale et remettre l'enfant au cœur de son environnement. Donc l'objectif opérationnel numéro 5 et l'action numéro 11, mise en place d'une semaine d'animation avec un festival dédié à la famille et à la parentalité. C'est-à-dire, ça avait déjà été présenté l'an dernier, mais pour des raisons climatiques, ça n'avait pu être réalisé. Sur l'axe opérationnel numéro 6, retisser et consolider le lien enfant-parent. L'action numéro 12, c'est ouverture d'un lieu d'accueil enfants-parents, l'AEP. Cette idée sera redéveloppée par Madame Winter sur la délibération suivante. Enfin, sur l'axe numéro 3, créer et entretenir le lien entre tous les acteurs du territoire qui interviennent en faveur des habitants et des familles. L'axe numéro 11, développer des actions partenariales en direction de tous les habitants. L'action numéro 23, c'est organisation de temps forts dédiés à la famille et à la parentalité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est résumé parce que c'était un projet très, très, très riche et très complexe. Et j'en profite avant de... Moi, je remercie les services municipaux par le travail fourni pour la construction de ce plan d'action. Je remercie en particulier Madame Hubert de l'espace Petite Enfance, Madame Toustou pour l'espace Enfance-Jeunesse. Je remercie Monsieur Gérard Boissieras pour l'espace CCAS et Famille. Et enfin, derrière tout ça, Madame Aurélie Lacombe, qui est la coordonnatrice CAF, qui pilote l'ensemble de ce plan d'action. Merci, Monsieur No. Et puis moi, je voulais remercier, à la fois féliciter pour ce travail et remercier aussi les élus, en plus, qui ont pris part, avec, bien sûr, appuyés par les services, les élus qui ont pris part aux diverses commissions et à ce travail donc engagé depuis le début de notre mandature et avec toutes les actions, bien sûr, qui vont se poursuivre. Avez-vous des questions, j'imagine? Oui, Monsieur Colombo, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, nous partageons l'étude sociologique qui a été faite, le constat qui a été fait, on le partage. Effectivement, il y a une modification du profil de la population artigaise qui n'est plus la même qu'il y a 20 ans. On le partage, il y a des besoins nouveaux. Les fiches sont très bien faites, je vous remercie. Elles vont dans le bon sens, sauf qu'il y a des choses qui vont être difficiles à mettre en place quand on voit le règlement intérieur qu'on avait voté déjà, ne serait-ce que pour le périscolaire et l'accès à certains services pour la jeunesse, qui réserve beaucoup de choses pour les enfants dont les deux parents travaillent, qui met des pénalités financières en cas de retard. Donc voilà, c'est des choses qui sont difficilement, qui vont pas tout à fait dans le même sens. Donc on espère qu'il y aura un réajustement de tout ça pour pouvoir aller justement dans le sens de vos fiches qui vont dans le bon sens et qui proposent des choses qui améliorent le service à la population et qui tend la main à beaucoup de gens. Mais il va falloir aller plus loin et modifier ça. Mais on a quand même des craintes puisque dans la délibération suivante, le règlement intérieur a même été inclus dans le PEDT. Et donc ça nous pose quand même quelques soucis et craintes. Alors, ce que vous dites concernant le règlement intérieur, le règlement intérieur, la semaine dernière, on a eu une réunion avec Monsieur le maire et puis la représentante de l'AIPE, où justement on a rediscuté de tous les problèmes de ce règlement intérieur qui éventuellement pouvaient poser question. Donc, effectivement, votre remarque, on la prend en compte. Et donc, avec la Fédération de parents d'élèves, nous sommes en train de réfléchir pour justement remédier, réguler ces problèmes de règlement intérieur qui, semble-t-il, posent question. Oui, je voulais préciser que donc avec cette réunion avec les parents d'élèves et les retours que l'on a des habitants, forcément, quand on passe d'une situation à une autre, il y a un temps d'adaptation. Donc ce temps d'adaptation s'est fait des deux côtés, à la fois pour des parents qui ont dû s'adapter, dont certains trouvent qu'effectivement il y a des améliorations qui étaient nécessaires. Il y a quelques ajustements, mais globalement, on est revenu petit à petit
à la mise en œuvre de ce règlement sur quelque chose qui converge vers quelque chose qui convient aux familles globalement. Donc on aura un petit ajustement. Il y aura probablement une formulation. On a demandé aux parents d'élèves de donner quelques exemples et quelque chose qui sera annexé au règlement pour expliquer un peu plus ce règlement, pour que les familles comprennent bien les objectifs, mais globalement, il n'y aura pas de difficulté. Et si on doit repasser vers une modification du règlement intérieur, on le fera revoter, donc sans difficulté. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Cholet. Effectivement, je rejoins Monsieur Colombo. On a des annexes qui sont très riches en matière d'information, de données sociales, démographiques, socio-démographiques. Moi, j'ai été plus attiré par des données à caractère économique, notamment sur l'emploi. Donc j'en profite, je rebondis, Monsieur le maire, à savoir s'il serait possible d'avoir un bilan avec du travail fourni par Haute-Garonne Développement depuis le début du mandat, si Monsieur Leroux, je vois qui, ouais, c'est super. Si on pouvait avoir un bilan prochain, qu'on puisse l'avoir, s'il vous plaît, du travail fourni par l'association en question. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous propose de passer au vote de cette délibération. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Donc, qui est pour? Je vais vous demander de lever la main. Merci. Donc, à la majorité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et donc, délibération suivante, Monsieur No, pour le PEDT. Alors, l'objet de cette délibération, c'est signature de l'avenant portant renouvellement de la convention relative à la mise en place d'un projet éducatif de territoire, plan mercredi, autrement dit PEDT. Bon, alors, de quoi s'agit-il? Le projet éducatif de territoire, PEDT, est une convention signée avec la préfecture, Madame la préfète, l'éducation nationale, le DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale, la municipalité et la CAF. Alors, également un petit contexte de temporalité. L'ancien PEDT a été signé par Madame Jacquet du 18 novembre 2018 au 31 décembre 2022. Donc, ce PEDT prend fin le 31 décembre 2022. D'où la nécessité de mettre en cohérence le renouvellement du PEDT avec l'écriture de la CTG, c'est-à-dire la Convention territoriale globale pour une durée de 3 ans. Alors, le PEDT pour qui? Le PEDT est à l'initiative... Non, le PEDT par qui? Le PEDT est à l'initiative de la collectivité dans les différents services de la mairie. Alors, le PEDT pour qui? Alors, pour les enfants de la commune, dans les différents temps et espaces municipaux, les accueils périscolaires, l'accueil loisirs sans hébergement, les mercredis, vacances scolaires, les séjours été-hiver. Le PEDT comment? Alors, par la poursuite d'un travail de partenariat et collaboratif engagé par tous les services, enfin par les services concernés de la mairie, pour croiser les objectifs de la CTG et les objectifs du PEDT afin de leur donner du sens et de la cohérence. Alors, quels sont les axes de développement du PEDT? Ils sont au nombre de 3. Ces axes de développement ont été choisis en conseil d'adjoints. Donc, le premier axe, c'est favoriser la solidarité et le soutien à la parentalité, redonner une place aux familles au sein des parcours éducatifs des enfants. Le deuxième axe, c'est favoriser la complémentarité et la cohérence éducative sur les différents temps de l'enfant, pour assurer la continuité des temps de l'enfant, à savoir le temps libre de l'enfant, le temps familial de l'enfant, le temps vécu dans la famille, le temps scolaire, c'est-à-dire le temps de l'éducation nationale, le temps périscolaire, sont des temps municipaux, les temps associatifs et le temps de la pause méridienne. Et le troisième axe, contribuer à la socialisation des jeunes publics et les amener vers plus de citoyenneté et d'éco-citoyenneté. Des exemples récents, il y a eu la semaine de l'arbre et il y a eu la quinzaine de l'égalité. Ce sont des actions qui rentrent tout à fait dans le cadre du PEDT.
Alors, de nouveau, hein, la CTG et le PEDT s'appuient sur les deux piliers de la politique éducative d'Alain Garnier, l'écologie, la transition et la solidarité. Et 3 objectifs fondamentaux les relient en horizontalité. Le premier, c'est savoir-être, vivre ensemble, la citoyenneté. Le deuxième, c'est la continuité éducative, enfance, famille, municipalité. Et le troisième axe, c'est l'inclusion et le respect. Merci, Monsieur No. Merci pour ce travail aussi. Encore une fois, merci au service. Y a-t-il des questions? Monsieur Colombo. Merci, Monsieur le maire. Comme je le disais tout à l'heure, dans la continuité, effectivement, cette délibération pose quand même problème à cause du règlement intérieur, même si vous dites qu'il y a des choses à la marge, seulement à la marge, qui risquent d'être modifiées. Quand je vois les ASH du mercredi qui sont réservés à priorité aux enfants dont les 2 parents travaillent, je ne vois pas là la solidarité, ni la citoyenneté, ni l'inclusion. Pour moi, ce n'est pas signe d'inclusion ni de solidarité. Voilà. Donc les enfants dont les parents sont au chômage ou en recherche d'emploi, qui décrochent un stage ou un entretien d'embauche, on voit qu'il faut quand même prévenir à la dernière semaine du mois précédent. C'est rare qu'on arrive à prévoir à l'avance comme ça. Donc c'est des choses assez rigides et c'est quand même dommage de voir ce genre de termes réservés aux enfants dont les 2 parents travaillent. C'est là où je ne vois vraiment pas l'inclusion, la citoyenneté et la solidarité. Donc c'est ça que j'aimerais qu'on modifie dans le règlement intérieur, qu'on revoie, qu'on rebâtisse un règlement intérieur qui aille plus dans le sens du PEDT que vous avez écrit et dans le sens du CTG, où vous voulez vraiment faire de l'inclusion, de la citoyenneté et travailler sur ne laisser personne sur le bord de la route. Le règlement intérieur ne reflète pas ce genre de choses. Bon, Monsieur Colombo, je pense que Monsieur le maire vous l'a dit, on a engagé des négociations justement avec la Fédération de parents d'élèves pour justement revoir ces points du règlement intérieur qui, semble-t-il, vous interpellent. Mais bon, donc à aucun moment, la situation est fermée. Donc l'inclusion, elle est pleine, puisqu'on va relancer des négociations avec la Fédération de parents d'élèves pour éventuellement par la suite, comme l'a dit Monsieur le maire, de revenir sur ce règlement intérieur qui, effectivement, on va le mettre à expérimentation au moins pendant 1 an, 2 ans, pour voir si la première année, comme on a transformé les usages des parents, la parentalité, pour voir si éventuellement, la deuxième année, ces usages sont toujours interpellants, pour les remettre en cause et revoir le règlement intérieur. Donc on vous a donné une réponse concernant votre questionnement. Je vais compléter. Pardon, M. Colombo, je vous donnerai la parole après si nécessaire. Je voulais compléter en disant que c'est une question effectivement de priorité. Et on n'a pas réservé exclusivement, on donne la priorité aux 2 parents qui travaillent, ce qui semble logique. Et ensuite, en fonction du nombre d'enfants qui sont inscrits et du nombre d'encadrants, puisqu'on n'a pas des nombres toujours entiers, il y a toujours un nombre de places supplémentaires qui sont disponibles. Et dans ce cas-là, ça nous permet de réguler et de discuter avec les parents en fonction de leurs besoins réels. Et on arrive toujours à trouver des solutions. Donc aujourd'hui, on ne laisse personne sur le bord de la route. De ce point de vue-là, on est en dialogue. Et justement, on a mis en place une notion qui n'était pas justement une inscription à distance par le système informatique. On l'a déjà expliqué, mais des enfants qui venaient et dont on n'avait jamais vu les parents. Donc là, aujourd'hui, on arrive à voir les parents, on arrive à voir les inscriptions, on arrive à avoir un dialogue et à comprendre les situations. On a par exemple parfois des situations d'enfants qui sont en situation de handicap. Et quand on a le mercredi ou pour les vacances scolaires, ça nous permet d'anticiper. Et quand on voit les parents arriver et inscrire petit à petit leurs enfants, on n'attend pas l'inscription au dernier moment et on arrive à anticiper, à voir les besoins et à mettre en face le nombre d'animateurs qu'il faut pendant les vacances scolaires ou pendant le mercredi. Donc on a ce lien-là. On était peut-être allé un petit peu loin, effectivement, notamment sur le mercredi, c'est ce qu'on a vu avec les parents d'élèves, sur le fait de devoir s'inscrire tous les mois pour le mercredi suivant. Donc moi, je suis ouvert tout à fait à la discussion, en disant que ça peut suffire 3 fois par an, une fois en septembre, une fois en janvier, une fois avant les vacances scolaires. Donc ça, c'est des discussions qu'on a eues avec
encore une fois avec les parents d'élèves, et qui ne nécessite pas forcément une modification du règlement intérieur. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi l'amende de 10 €. C'est un petit peu comme quand la police municipale, avec l'aide de la police nationale, fait des contrôles radars. On ne met pas le radar exactement à 50 km/h quand c'est limité à 50, on le met beaucoup plus haut. Voilà. Donc là, c'est un peu la même chose. Sur le principe, il y a des amendes, c'est pour les gens qui abusent. Aujourd'hui, on n'a pas appliqué d'amende de manière disproportionnée. Je ne sais même pas si on en a appliqué, et on a toujours moyen de discuter avec les parents. Et donc ça aussi, c'est des choses que l'on va assouplir, et on va donner un certain nombre d'exemples. Il est clair que si quelqu'un n'a pas inscrit son enfant à l'accueil périscolaire le soir, mais qu'il est bloqué dans les bouchons ou autre, on peut passer un coup de fil, on inscrit l'enfant et ça ne pose pas de difficulté. Donc ne voyez pas non plus ce règlement. Voilà, il faut bien des règles, il faut bien en écrire, mais ce n'est pas quelque chose qui est absolument rigide, et on mettra la souplesse nécessaire. Oui, M. Colombo. Oui, merci, Monsieur le maire. J'entends qu'il faut un règlement, qu'il faut des règles, mais qu'il y ait de la souplesse et que vous n'appliquez pas forcément du coup les règles, puisqu'il n'y a pas forcément d'amendes qui sont mises, mais elles sont écrites et c'est anxiogène pour beaucoup de familles. C'est des règles qui sont... Voilà. Et ça ne va pas dans le sens de l'étude qui a été faite et de ce que vous avez écrit comme projet. C'est ça, c'est la façon dont c'est écrit, ce règlement, qui me pose problème à moi, en tout cas. Voilà, c'est le réécrire avec des termes différents qui sont moins anxiogènes et moins sévères. C'est dur d'entendre, de lire ce genre de choses. Et il y a des parents qui... ils ne vont pas oser venir inscrire, parce que quand ils vont lire ça, ils vont dire c'est pas pour nous. Alors que les enfants, ils en auraient peut-être besoin, et ça leur ferait du bien aux parents, aux enfants. Et je sais que c'est à l'époque, quand on avait écrit, c'est parce qu'il y avait quand même aussi des abus et des choses qui n'allaient pas. Donc le réécrire, le règlement, pas de souci, mais avec des règles un peu plus douces. La façon dont c'est écrit, voilà, ça ne me correspond pas. Oui, M. Colombo, ce qu'on a mis en place, je le redis, mais les gens viennent s'inscrire, donc on voit les parents, et donc on explique les situations, on est en contact régulier avec la fédération de parents d'élèves aussi, donc la porte reste ouverte sans difficulté, les gens qui peuvent suivre aussi le conseil municipal, donc je redis que voilà, il y a une souplesse qui est mise, derrière l'écriture d'un règlement, il a bien fallu l'écrire, et donc c'est ce que l'on fait au niveau donc des équipes et des élus, il n'y a pas de difficulté. Vous voyez bien l'état d'esprit que l'on essaye d'impulser. Y a-t-il d'autres questions sur cette délibération, sur ce PEDT? Non, je n'en vois pas. Mais écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? 2 votes contre. Qui s'abstient? Personne. Donc, qui est pour? Donc, à la majorité. La délibération est adoptée. Et je vous en remercie. Je passe la parole à Madame Winter pour la délibération sur l'AEP. La délibération donc, du l'AEP 113, c'est la création d'un lieu accueil enfants-parents. Donc c'est toujours dans le cadre de la réflexion avec la CAF, mais également un résultat de notre étude avec la CTG, qui a donné un portrait social de territoire en 2021 et puis l'analyse des besoins sociaux, et qui fait émerger la nécessité de créer un lieu repère et ressources conviviales d'accueil enfants-parents. Donc ça s'appelle, c'est un type LAEP. Au travers donc de cette démarche de projet social, pour les 4 années à venir, il apparaît donc essentiel d'aborder les réponses toujours mieux adaptées aux besoins de territoire et des familles qui le composent, notamment les familles monoparentales et les familles qui sont en lien avec les risques de précarité. Donc du coup, la volonté de la municipalité de renforcer ses actions de soutien et d'accompagnement à la parentalité, il est sorti ce lieu spécifique, toujours ce lieu accueil enfants-parents. Donc c'est un espace convivial qui permet d'accueillir de manière libre et sans inscription des jeunes enfants âgés de moins de 6 ans et accompagnés de leurs parents ou d'un adulte référent. Donc ce type de structure est un espace de jeu libre. Les parents, les enfants et également un lieu de parole pour les parents. Donc il offre un espace d'épanouissement, de sociabilisation des enfants, dont souvent c'est le premier lieu également de sociabilité. Il favorise l'écoute et les échanges entre adultes, permet de prévenir et de rompre l'isolement.
Ça participe à l'accompagnement précoce également de la fonction parentale, mais favorise également la qualité du lien d'attachement entre les parents et les jeunes enfants. C'est ouvert à tous et donc respect également de principe de neutralité. On lui a donné un nom à ce lieu accueil enfants-parents, ce sera la parenthèse. On va utiliser les locaux du RPE qui à l'heure actuelle sont très adaptés donc, à l'accueil de ces jeunes enfants. L'organisation proposée sera une fois par semaine, le mercredi, pour une durée de 2h30. Donc, cette gestion sera faite par la municipalité et donc mettra à disposition ces 2h30 d'accueil. Il y aura donc 2 accueillants, personnel municipal et ou des bénévoles, pour lesquels on a fait appel également. Ces personnes-là sont formées également, elles ont une formation spécifique par le CNFPT, sous le couvert de la CAF. C'est la CAF qui finance complètement. La CAF donc, nous accompagne plutôt bien, nous soutient et nous accompagne dans la mise en place du dispositif par une aide technique, mais également financière, pour l'investissement, mais au fonctionnement également. Voilà, par rapport à tout ça, ce que je tenais à dire, un petit peu comme M. No, c'est un travail qui a été sur 1 an et demi, un gros travail, qui a été effectué par nos services techniques. Donc également, je remercie Madame Véronique Hubert, qui est la directrice de la petite enfance, Céline Barada également, qui nous a accompagnés dans ce projet, qui est l'animatrice du relais petite enfance, Aurélie Lacombe, qui est la coordinatrice CAF et qui nous a fait un énorme travail, et quelques des élus également qui ont travaillé dans ce joli projet. C'est vraiment un très beau projet et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci Madame Winter. Oui, moi aussi je voulais féliciter les services et remercier les élus qui ont travaillé à ce très beau projet qui est vraiment l'amorce de quelque chose dans la parentalité, la construction que l'on pourra avoir, puisque c'est des parents que l'on retrouvera ensuite en tant que, bien sûr, parents d'élèves, et donc ce lien qui aura été créé avec les services communaux va pouvoir perdurer et progresser. Puis merci bien sûr, aux accueillants à la fois des services et à la fois aux bénévoles. Donc je crois que Madame Marie-Josée Malada en fait partie, donc merci à elle pour son implication dans ce LAEP, si bien sûr le conseil municipal l'approuve. Voilà. Donc je vous propose de poser vos questions, si vous en avez, avant de passer au vote. Monsieur Colombo. Merci Monsieur le maire, ce n'est pas une question, c'est juste pour dire que oui, on est deux fois oui pour ce projet qui était un projet attendu, et un beau projet, et ça manque sur la rive droite, il y a celui de Senon. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup en général, même sur la métropole. C'est une nécessité et donc voilà, on l'approuve à 200%. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Alors, donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, cette délibération est adoptée et je vous en remercie. Madame Winter, 115. Donc c'est la refacturation à Popple and Baby du spectacle de Noël. En fait, c'est relatif à la prestation de la compagnie Passage du Vent qui va justement se produire demain pour le spectacle de Noël pour les structures des crèches. Donc on souhaitait, le coût total du spectacle est de 780 €. On souhaitait le faire financer donc par les 2 structures, la structure multi-accueil et les Rêves Bleus de Popple and Baby. Donc, on refacture la facturation de 780 € de 50% à Popple and Baby pour 390 €. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote pour cette délibération. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Donc, Madame Winter pour la 115 cette fois-ci.
Alors, ça concerne tout simplement la convention de bail précaire entre la mairie et France Horizon pour l'hébergement, je vous rappelle, d'une famille afghane sur le logement de fonction qui est situé à Bétail. Donc, je vous rappelle que cette famille afghane avait été accueillie dans le cadre de l'opération à Pagan de l'été 2021. Et donc, ils sont là depuis le 15 décembre 2021 et c'était pour une durée de 1 an. Donc, on souhaite reconduire prolonger ce logement pour une durée de 6 mois, donc allant jusqu'au 15 juin 2023. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Colombo. Merci, Monsieur le maire. Oui, comme je l'avais dit en commission, c'est une très bonne chose de renouveler cette convention, mais on aurait dû aller plus loin. Il y a 2 enfants qui sont scolarisés, un à Artigues, un à Senan, et si la préfecture ne leur trouve pas de logement, et en plus, même s'ils leur trouvent un logement, mais il faudra quand même qu'ils puissent trouver une mobilité pour pouvoir venir à l'école à Artigues et à Senan. Donc on aurait pu prolonger cette convention au moins jusqu'aux vacances scolaires pour leur assurer de rester scolarisés dans les lieux actuels où ils sont scolarisés. Ça demandait que quelques 15 jours de plus, 15 jours, 3 semaines de plus. Et je pense qu'on aurait dû aller jusque là. C'est ce que j'avais dit en commission et je trouve ça regrettable. Alors je vais répondre. Effectivement, tout simplement, là, ça a été prolongé parce que ça permet à la préfecture de s'organiser pour trouver ces logements, puisque je rappelle que c'est eux qui vont reloger. Moi, j'ai fait la demande, bien sûr, que ce soit sur la rive droite, qui reste sur la rive droite. Et je vous rappelle que Bordeaux Métropole peut trouver un logement à cette famille courant février, courant mars ou courant avril. De toute façon, dans tous les cas, ils seront amenés à déménager ou à bouger. Alors, si possible, rive droite. Mais c'est un peu comme nos enfants, comme nous, quand on déménage. Dans tous les cas, il faut bouger également. Si le logement, on l'a courant janvier ou courant février, dans tous les cas, vous savez que le logement sur Bordeaux est extrêmement difficile à trouver et c'est compliqué. Donc, dès l'instant où ils auront un logement qui se libère, ils partiront sur le logement en question, quoi. On ne peut pas faire autrement. Oui, Monsieur Colombo. Oui, j'entends, Madame Winter, mais j'entends ça. Mais sauf que s'ils ne sont pas relogés, vous savez que la métropole et la préfecture, il y a d'autres priorités pour le relogement. Il y a des gens qui sont déjà à la rue et qu'il faut reloger. Eux, ils ont déjà un logement qu'on leur propose. Ils ont un toit. Donc, au moins garantir ça, parce que si on les reloge entre-temps, février, mars, avril, ils seront amenés à déménager comme n'importe qui. Ça, là, j'entends, même s'ils ne sont pas n'importe qui, ils n'ont pas de lien, c'est compliqué, ils ne déménagent pas comme ça. Sauf que si on ne leur propose pas de logement, il faudra qu'ils partent au 15 juin. Alors, c'est une priorité et on fait partie des priorités. On aurait pu refuser effectivement de prolonger de 6 mois, mais nous avons la possibilité de prolonger. Il y a des communes qui ne pouvaient pas se permettre de prolonger. Nous, on l'a donné pour 6 mois de plus. Mais bon, je reste persuadée que... de toute façon, c'est une priorité en plus, les familles afghanes à les reloger. Mais je pense qu'on pourra toujours prolonger de nouveau si effectivement il y a une difficulté particulière. Si toutefois France Horizon accepte... Nous, on n'a pas de projet particulier pour l'instant. Donc on n'a pas de raison de mettre dans la rue cette famille. Donc s'il faut prolonger la convention, on prolongera la convention. Aujourd'hui, comme vous l'explique Madame Winter, il ne nous a pas semblé nécessaire de le faire puisque la perspective est que cette famille soit relogée bien avant cette date. Mais si besoin, on n'a aucune difficulté pour faire le nécessaire pour prolonger cette convention. Je vous remercie, Monsieur le maire. On prend acte, mais je vous rappelle que si elle a été prolongée, c'est qu'ils étaient prioritaires pour être relogés. Ils n'ont pas été relogés. Vous voyez? Donc ils sont prioritaires, oui, mais comme beaucoup de gens qui sont prioritaires, et il y a beaucoup plus de prioritaires que de logements. Et donc j'entends, mais si on est obligé aujourd'hui de reprolonger, c'est parce qu'ils étaient prioritaires et qu'on ne les a pas logés. Donc 15 jours, 3 semaines. Et pourquoi ne pas prolonger vraiment, au moins pour leur garantir, au moins jusqu'à l'été? L'accord de prolonger de 6 mois, je l'ai donné au mois de septembre. Donc, si j'avais dit non, on ne peut pas, ils auraient été relogés en priorité.
Enfin, voilà comment ça se passe au niveau de la préfecture. Bien. Écoutez, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer au vote sur cette délibération. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie. Alors, donc, la délibération concernant donc, la mutualisation. Donc, Bordeaux Métropole avait engagé en effet un nouveau cycle, le cycle 7 de mutualisation, dans laquelle notamment les services, donc la phase de mutualisation du numérique, qui devait débuter au 1er janvier 2023. Donc, concernant la commune d'Artic, nous avons engagé donc les discussions avec Bordeaux Métropole pour essayer d'intégrer ce cycle au 1er janvier 2023. Notamment, la situation des agents n'était pas aussi évidente qu'elle l'est aujourd'hui, ou qui a évolué en cours d'année. Donc, nous avons quand même obtenu de Bordeaux Métropole de participer et d'être intégrés dans ce cycle de mutualisation. Mais ce ne sera pas au 1er janvier 2023, mais simplement au 1er janvier 2024. C'est pour cette raison que vous n'avez pas donc les éléments donc, que l'on a vus dans la CLECT tout à l'heure, dans la commission, puisque ce sera décalé d'1 an, mais néanmoins le principe est engagé, si toutefois, bien sûr, aujourd'hui vous approuvez, le conseil municipal approuve de continuer les discussions avec Bordeaux Métropole. On avait fait les préétudes, et donc maintenant ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de continuer, d'affirmer la volonté de poursuivre, donc sous réserve bien sûr de l'aboutissement de quelques points de négociation qui restent en suspens, notamment celui d'un certain nombre de matériel informatique ou autre. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Colombo. Merci, Monsieur le maire. Ben justement, par rapport à ce que je disais en début sur le CLECT, le problème, c'est que est-ce qu'on a la garantie de la métropole, puisqu'il y a eu une décision qui a été faite d'allègement du forfait de charge sur le 5 pour ceux qui rentrent au 1er janvier 2023. Est-ce que la métropole renouvellera ça et nous le proposera aussi pour janvier 2024, qui nous permettrait d'avoir un allègement du forfait de charge? Oui, absolument. La seule chose, c'est qu'on a eu une petite hésitation, mais malgré tout, comme on a validé avec Bordeaux Métropole, donc on est dans le même cycle de mutualisation. Il y a une toute petite exception qui est faite pour nous décaler d'1 an, mais ce sont les mêmes conditions que les autres communes, alors qui sont plus favorables pour les toutes petites communes, les moins de 4000 habitants, mais qui effectivement, on a quand même un avantage sur le poste 5, en effet, pour le reste. Donc, je vous confirme que nous bénéficierons des mêmes conditions, en fait, que les autres communes, que si nous l'avions fait au 1er janvier 2023. Y a-t-il d'autres questions sur cette délibération? Non. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Alors, 6 abstentions. Qui est pour, s'il vous plaît? Merci. Donc, à la majorité, la délibération est adoptée. Donc, nous avons terminé pour les délibérations. Donc, nous passons maintenant à la motion. Donc, vous avez, chacun d'entre vous, donc la motion qui est présentée sur table et que je vais vous lire. Quelques éléments de contexte. Donc, vous savez que la Poste engage un certain nombre de transformations qui peuvent se traduire parfois donc, par des réductions d'horaires ou des bureaux de poste, ou et parfois donc, dans certaines communes à des fermetures de bureaux de poste. Donc moi j'ai reçu la Poste qui m'a présenté sa volonté, sa décision de fermer le bureau de poste à partir du 1er janvier, donc les matins, sauf le samedi matin, donc de rester ouvert tous les après-midi et le samedi matin. On constate que d'ores et déjà la Poste n'arrive pas à tenir ses engagements qui étaient ceux des ouvertures, puisque les Artiguais légitimement se plaignent régulièrement de voir le porte close sur le bureau de poste, y compris le samedi matin d'ailleurs. Donc c'est une situation qui n'est pas acceptable. Donc j'ai écrit à la Poste pour voir dans quelles conditions on pouvait revenir sur cette décision et adapter ses horaires. J'ai pour l'instant une fin de non-recevoir de la Poste.
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous proposons cette motion. Donc, ça avait été évoqué la semaine dernière par une proposition aussi du groupe pour Artigues. Moi-même, j'avais fait une première déclaration. J'ai reçu un collectif d'Artiguais qui ont recueilli un certain nombre de pétitions, qu'un certain nombre d'élus, d'ailleurs, aussi ont signé. Donc, tous ces éléments m'ont conduit à proposer cette motion qui nous permettra, je l'espère, de faire revenir la Poste sur sa décision, sachant que c'est bien une décision de la Poste, hein, ce n'est pas une décision du maire, je n'ai pas de droit de veto formellement. Voilà, mais le poids politique et le poids de tous les Artiguais peut permettre peut-être à la Poste de revenir sur cette décision, nous verrons bien, même si la tendance que l'on observe aujourd'hui est plutôt à la réduction du nombre de bureaux de poste, hein, puisque les communes, je crois, d'Ambès vont fermer leur bureau de poste au mois de janvier, ainsi qu'un bureau de poste à Mérignac, Arlac et d'autres en France. Je crois qu'on a eu 900 fermetures de bureaux de poste. Donc aujourd'hui, on a 17 000 points contact de la Poste, dont à peu près la moitié sont des bureaux de poste, et les autres sont d'autres types de services qui sont proposés par la Poste. Donc je vais vous lire cette motion. Donc la Poste a mis la ville devant le fait accompli en décidant de réduire de moitié ses horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi matin de 9h à midi à partir de janvier 2023. La baisse de fréquentation invoquée ne peut être une excuse au recul du service public aux administrés artiguais. Aussi, redoutant une diminution significative du service rendu au public, le conseil municipal demande au groupe La Poste de reconsidérer sa position de réduction des horaires d'ouverture, d'élargir ses horaires au moins 2 fois par semaine les après-midi jusqu'à 18h ou 18h30. Un engagement ferme sur la qualité et la régularité du service qui, à l'heure actuelle, n'est pas rendu comme il le devrait au regard des nombreuses fermetures impromptues et répétées du bureau d'Artigues. Un engagement sur la prise en compte des besoins réels de la population de la commune en pleine croissance et du développement futur du centre-ville. De ne pas considérer les bureaux de poste voisins comme des alternatives viables, eu égard à la faible mobilité de la clientèle de la Poste la plus fragile. Dans notre commune en pleine croissance démographique, et particulièrement dans un secteur à fort enjeu où la ville a fait venir sa police municipale dans le centre, où sera accueillie prochainement une résidence intergénérationnelle, de nouveaux commerces de proximité, une halle de marché, et où il est prévu une requalification de la place du centre, il n'est pas entendable de laisser reculer le service public de proximité qu'est la Poste. Signé donc le conseil municipal. Voilà, donc je vous propose cette motion. Et si quelqu'un souhaite prendre la parole sur cette motion. Oui, Monsieur Colombo. Oui, merci, Monsieur le maire. Oui, c'est quand même important de voter cette motion ce soir parce que nous, en tant qu'élus, nous avons été élus dans le but d'agir pour l'intérêt local et pour la défense du service public. Notre rôle, alors effectivement, on n'a pas une obligation de résultat, mais on a au moins une obligation de moyens et de tout faire pour défendre le service public de notre commune, puisque c'est ce qui fait vivre une commune et c'est le seul service public qui nous reste. Donc il est important de se battre pour le maintenir en place, sachant que, comme vous l'avez dit, on est en pleine expansion, on a de nouveaux arrivants, on a une résidence intergénérationnelle qui va se créer. Donc il y a des besoins et on est en train de nous effacer petit à petit le service rendu à la population qu'est la Poste, et qui créera des difficultés puisqu'on est une commune de la métropole, mais on est à l'extérieur de la métropole. Donc se rendre à Tresse pour aller voir le courrier, rechercher un recommandé, il n'y a pas de moyen vraiment trop de locomotion pour aller jusqu'à Tresse, en tout cas en mobilité prévue pour ça. Après, aller sur Senon pour aller à la banque postale, et puis il n'y a plus de guichet automatique non plus, puisque donc c'est le genre de choses c'est la mort d'une commune. Si on laisse faire ça, il faut se battre. On y arrivera ou on n'y arrivera pas, mais au moins on aura fait ce qu'on aura à faire. Il faut se battre pour maintenir ce service public. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Non. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote de cette motion. Donc, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Non plus. Eh bien, l'unanimité, cette motion est adoptée. Et je vous en remercie.
Et donc il me reste à vous remercier, à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, pour certains un bon match. Et puis nous nous retrouvons donc l'année prochaine. Merci messieurs, dames, le conseil municipal est clos.